de Formule 1 à Budapest, où il y a eu une hécatombe des favoris, et puis également la journée chaude du championnat de France de football. À tout de suite. Ce soir, 20h50, un espion de trop. L'agent idéal, c'est celui qui ne sait pas qu'il est un agent. Charles Bronson, lâché pour une sale mission, avec Lee Remick et Donald Pleasance. S'il vit, il parlera. S'il parle, ça déclenchera peut-être une guerre nucléaire. Attention, suspense machiavélique signé Don Siegel. J'ai tué pour toi, commandant. 22h20, l'idole d'Acapulco. Elvis Presley, au meilleur de sa forme. Enfin presque. Pour les beaux yeux d'Ursula Andress, le King déploie tout son charme. Il n'hésite pas à briser quelques jolis cœurs et à rectifier quelques belles frimousses. Le King pour toujours. Ce soir, 20h50, un espion de trop. 22h20, l'idole d'Acapulco. Sur France 2. Voici lumière de Dulux Valentine, diluable à l'eau, sans odeur, à haut pouvoir couvrant. Lumière de Dulux Valentine capte la lumière comme probablement jamais une peinture ne l'avait fait. Lumière de Dulux Valentine, la lumière existe désormais en pot. En direct de Stuttgart, où se déroulent les 4e championnats du monde d'athlétisme, France 2 et France 3 vous présentent la finale du 100 mètres hommes. Dimanche 20h35, la finale du 100 mètres hommes sur le plus grand terrain de sport. France 2, avec Haribo, vous présente Stade 2. Grand Prix de Budapest de Formule 1, hécatombe chez les ténors, première victoire de Damon Hill, le Britannique sur Williams Renault. Football, ça va venir, étonnant, sont 2-2 à Strasbourg, seul leader après la défaite de Nantes à Bordeaux. Et puis la tension monte à Stuttgart avant le 100 mètres à 20h35, finale en direct sur France 2, Vent 3. Est-ce que Carl Lewis va rester le meilleur? Ça, c'est moins sûr. Et puis surtout, mettez vos montres à l'heure, car il est exactement 18h59 minutes et 10 secondes. Il paraît qu'il y a des montres qui retardent. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur le plateau Stade 2. Patrick Chen est en vacances, mais nous tenons très bien la boutique. Et nous allons faire le tour de l'actualité de ce week-end du 15 août qui a été chaud et qui sera encore très excitant. Avec le Grand Prix de Formule 1, Grand Prix de Formule 1 à Budapest, que Prost n'a jamais gagné, Alexandre Boyon. Alors, si j'ai bien compris, il cale au tour de chauffe et il perd un aileron. Il y a eu la totale pour pas mal de concurrents aujourd'hui. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que Damon Hill remporte son premier Grand Prix. Damon Hill qui en est à sa 13e participation dans les Grands Prix. Il a terminé quand même 4 fois second cette année. Lors des 2 derniers Grands Prix, c'était en Allemagne et puis surtout en Grande-Bretagne devant son public. Il a terminé mal puisqu'il a cassé le moteur, il a eu des problèmes techniques. Là, il l'a gagné et pourtant au départ, on pensait que c'était un circuit qui était réservé à Alain Prost. On pensait qu'il avait fait le meilleur en prenant sa 10e pole position cette saison et pourtant, il a eu des problèmes. Alors je vous propose de revenir aux alentours de 13h57. À prendre.
reste en tête statu quo devant Ayrton Senna. Damon Hill passe 3e devant Michael Schumacher. Et puis pour les constructeurs, Williams, Renault largement en tête. 2e ex-aequo, Benetton et McLaren. Et puis Ligier 4e. Le prochain Grand Prix, eh bien, ce sera, Pierre, très exactement dans 2 semaines, avec le Grand Prix de Spa-Francorchamps. Et puis nous y serons parce que ça sera très intéressant quand même. Ah oui, et puis j'espère que Prost, cette fois, démarrera au quart de tour. On l'espère pour lui. Voilà, alors nous allons bien évidemment au cours de l'émission de Stade 2 faire un petit tour à Stuttgart lorsque l'événement sera chaud, et il sera chaud dans quelques instants avec l'arrivée du 20 km marche. J'appellerai Patrick Montel dans un instant. Nous allons parler maintenant d'un sport d'hiver, et oui, même l'été, les Jeux Olympiques de Lillehammer, c'est dans 6 mois, et je puis vous dire que Richard Dio a réussi tout de même à suivre à Courchevel des sauteurs à ski sans neige. Ça vous épate, ça, hein? Ah oui, complètement. Mais la saison de ski a bien commencé hier à Courchevel avec le 3e Grand Prix international de saut à ski. Vainqueurs sur toute la ligne, les Japonais au combiné nordique, au saut spécial, sur le tremplin de 90 mètres, sur le tremplin de 120 mètres. Explication, le V. Vous en saurez un peu plus tout à l'heure. Autre question, comment on peut sauter à ski sans neige? Eh bien, réponse dans ce reportage. Des images superbes de Gilles Ragry, un montage de Corinne Gaucheron à Courchevel. C'est peut-être encore plus beau l'été. Le tremplin de Courchevel, unique au monde par le luxe de ses installations, semble encore plus somptueux. Il est vrai que pour les Français, champions olympiques de combiné nordique ici même il y a 18 mois, c'est l'endroit fétiche. On se souvient de tout, bien sûr. C'est quand même ici que j'ai eu mes plus beaux souvenirs, quand même. Donc je reconnais partout. Je suis sûr que je peux vous amener où vous voulez. Je pourrais vous dire où j'ai doublé, ou tout ce que j'ai fait ici pendant les Jeux. Raison supplémentaire pour que Courchevel demeure l'endroit rêvé pour l'équipe de France, un terrain de foot a été aménagé au pied du tremplin. Or le foot est la distraction favorite des Français. De Sylvain Guillaume, bien sûr, mais aussi de Fabrice Guy, avant-centre de l'équipe de Mout. Là, il y a un très bon terrain, donc on essaie de s'amuser un petit peu. C'est un sport que vous aimez bien, ça, le foot, hein? Ouais, c'est vrai que ça aurait pu être mon premier sport. Fabrice et ses copains ne sont pas venus pourtant à Courchevel pour s'amuser. L'équipe de France de combiné nordique n'oublie pas que 1994 est une année olympique et que Lillehammer a 10 mois. Il s'agira de défendre un titre olympique, mais quels que soient les résultats, on changera ses skis d'épaule après les Jeux. Peut-être du vol à ski ou peut-être que du ski de fond, on ne sait pas. Je pourrais peut-être me tourner vers le triathlon, vers le marathon, des sports où il faut donner vraiment tout ce qu'on a dans le cœur pour avancer. Changement d'orientation donc peut-être pour nos deux stars, car le saut et le combiné trop vite. La technique du V, ski écarté, a complètement modifié la discipline. Le saut à ski s'adresse désormais à des athlètes de plus en plus légers, d'où la nécessité pour les entraîneurs de faire perdre du poids à leurs sauteurs et l'importance de la portance. Le fait que le V porte plus, on va donc plus loin avec les mêmes vitesses. Forcément, pour ne pas aller trop loin et pour ne pas donc, jouer avec la santé des athlètes, on baisse l'élan pour aller toujours aux environs du point K. Ce qui fait que la vitesse diminuant, le poids prend plus d'importance. Nouvelle vedette du saut, les Japonais. Petits, filiformes, légers, ils volent. Mais ils n'ont pas volé leur victoire au saut par équipe au tremplin de 90 mètres. Kazai, Yasuzaki, les deux meilleurs vendredi par équipe, ont atterri à 92 mètres. Harada, le champion du monde, est crédité d'un saut à 89 mètres. Mais Fabrice Guy, 81,50 mètres, est encore loin de la forme olympique. Si on regarde ce qui s'est passé sur ce concours, c'est vrai qu'il n'a aucune chance d'être devant au jeu. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'il travaille bien et que cet hiver, ça sera un autre Fabrice Guy qu'on verra. Et bon, à partir de là, on en dira un petit peu plus lors des premières Coupes du Monde. Mais c'est vrai que ça sera très dur. C'est dur aussi pour Fabrice Guy de sauter au plus haut niveau sur des tremplins synthétiques de réception en fibre plastique et pistes d'élan en céramique. Mais ça plaît à Didier Mollard, qui est devenu l'un des 3 ou 4 meilleurs spécialistes au monde depuis cet hiver. Il sait que les Jeux de Lillehammer seront peut-être sa dernière occasion de manifester son génie de sauteur. Car la nouvelle génération est déjà prête à prendre la relève. Hier soir, lui, un jeune sauteur de 15 ans est sorti de l'ombre. Nicolas Dessoum, 5e du concours sur le grand tremplin et premier français avec un vol de 115 mètres. Il a réalisé son rêve. La sensation de voler, d'être libre, c'est vraiment très agréable. C'est vraiment super.
Et la nuit, c'est encore plus impressionnant? Moi, c'est agréable parce que le vent est de dos, donc on a beaucoup moins de sensations en l'air, c'est plus dur. Mais c'est plus agréable parce qu'on voit rien autour, quoi, ça change. Vainqueur, un Japonais évidemment, 119 mètres pour Kasai. Hier soir à Courchevel, la lumière est encore venue du pays du soleil levant. Merci Richard, on se retrouve dans quelques instants à Stuttgart, mais tout de suite avec Thierry Blanco, le tour de l'actualité en bref. Et on commence, Pierre, avec quelques résultats de tennis. Le tournoi de Saint-Marin, où l'Autrichien Thomas Münster s'est qualifié pour la finale en battant David Rickel, le Tchèque, 6-4, 6-1. Tennis toujours, tournoi de Cincinnati avec une finale américano-suédoise. Ce sera Michael Chang qui a battu André Agassi 7-5, 1-6, 7-5, qui affrontera Stefan Edberg, qui lui s'est débarrassé cet après-midi de Pete Sampras, 6-7, 7-5, 7-6. Mais tout de suite en images, nous allons revenir sur le cyclisme avec la 7e manche de la Coupe du Monde aujourd'hui à Leeds. C'est une échappée qui comprend Skiby, Armstrong, Volpi, Siandri, Tenis, Fondriès. L'échappée qui aura compté d'ailleurs jusqu'à 5 minutes d'avance. Il y a les meilleurs, il y a surtout le leader de la Coupe du Monde, Maurizio Fondriest, mais c'est l'Américain Lance Armstrong. Lance Armstrong qui sent qu'il peut attaquer à 3 km de l'arrivée et faire la différence en bon finisseur qu'il est. Malheureusement, ça ne donnera rien, sinon une cassure. Dans laquelle nous retrouvons Siandri, Fondriest, Skiby et Alberto Volpi qui lui tente sa chance à 800 mètres de la ligne. Volpi, on le sait, c'est un bon. Il est 3e de la Classica San Sebastian la semaine dernière. Volpi ira jusqu'au bout. Volpi va voltiger. Pardonnez-moi, je l'ai faite. Et terminé donc premier manche de la Coupe du Monde à Leeds. Victoire italienne, ce qui prouve que ce cyclisme italien va décidément très bien. Donc, Volpi devant Jesper Skiby, Fondriest, Massimilian Siandri et Lance Armstrong. C'est toujours Maurizio Fondriest qui est en tête de la Coupe du Monde. Et vous les avez reconnus, Garuet, Dubroca, Ondarts pour le jubilé vérité de Pascal Ondarts. La première ligne la plus célèbre de France est des couleurs rouge et vert. Avec une percée ici de Patrice Lagisquet et un bel essai pour l'équipe de Pascal Ondarts, dont le capitaine était Denis Charvet. Regardez, l'habit vient à la rescousse. Ondarts lui-même. Une percussion, c'était une action qu'on vous a montré au ralenti car c'est un match où l'on a vu le petit père Pascal qui a été actif devant et ici c'est Serge Blanco en relais qui marque un très bel essai. Inutile de vous dire que ça a été la fête hier soir, que a coulé à flot. Bravo Pascal pour tes 47 sélections et la joie que tu nous as donnée en équipe de France. Merci, on se retrouve Thierry tout à l'heure, mais on rejoint Bernard Faure à Stuttgart pour l'arrivée des 20 km marche avec un dénommé Massana qui vient d'Espagne. Oui, Valentin Massana, l'Espagnol, va redonner des couleurs à toute l'Espagne en remportant vraisemblablement, attention quand même aux avertissements, en remportant vraisemblablement le 20 km marche, une spécialité très hispanique, puisque Massana qui avait fait 2e de la Coupe du Monde de Monterrey. Ce sont les Mexicains qui se mettent en valeur, mais attention Bernard, vous avez vu quelque chose? Ah oui, non, c'est simplement Dominique Chevalier qui est spectateur de la marche, qui se passe par là. Non, il a vu le marathon, il s'est remis de sa petite crise d'hier, là, suite à son marathon. En tout cas, ils sont extrêmement limites, nos marcheurs, Patrick, vous l'avez signalé. C'est très facile de le voir à la télé. Ce qu'il faut, c'est ne pas être disqualifié, bien évidemment. Oui, parce que la règle du jeu, c'est que il y a toujours un pied qui doit toucher par terre. Et oui, sinon vous courez, quel que soit le... Oh, regardez derrière, ça revient. Alors, ça revient. Je ne vois pas qui, c'est peut-être Garcia. C'est Garcia, le Mexicain, qui a quand même la 4e performeur mondial de la saison, qui revient devant Chemnikov, qui est champion du monde en salle. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle Massana se sent pousser des ailes et surtout il va prendre des risques, Massana. Il s'est retourné, il était encore là avec Chemnikov, il rentre dans le stade. Il a suffisamment d'avance, il faudrait que dans le stade, il assure, c'est-à-dire qu'il n'ait pas un geste limite. Il faut aller vite, bien sûr, mais normalement, il ne doit plus être rejoint. Alors surtout pas de risque. Oh oui, parce qu'on se souvient d'une petite chinoise qui avait été disqualifiée dans un tunnel. Elle était rentrée en tête dans le stade. Regardez Chemnikov, c'est ce qui vient de lui arriver, le russe. Chemnikov vient d'être disqualifié. Ouais, c'est toujours triste lorsqu'on a fait 20 km et que l'on est disqualifié. Oh là, qui est arrêté. Oh, c'est Garcia. C'est Garcia qui est arrêté, c'est incroyable. Oh là là, médaille de bronze, la médaille de bronze et la médaille d'argent s'envolent à 300 mètres de l'arrivée. Oh là, qu'est-ce que c'est cruel. Patrick, je crois que... Non, tous les deux sont arrêtés. Non, Massana, ça va, il va gagner. Et c'était Benedictis, l'Italien, qui était non médaillé, qui va devenir médaille de bronze. Et c'est la raison pour laquelle le public de Stuttgart ne comprend pas. Est en train de siffler, regardez là.
comment Garcia, dans quel état se doit se trouver le Mexicain Garcia. Ouais, ils sont arrêtés à l'entrée du stade, c'est quand même terriblement douloureux et je crois que là, peut-être au niveau de la réglementation et pour la compréhension aussi de ces épreuves au niveau du public, il faudrait faire quelque chose. En tout cas, on va quand même pas... Regardez ça, c'est superbe. Chemnikov dans les bras de Garcia, les deux éliminés. Ce sera de toute façon l'une des images des championnats du monde. Une belle émotion pour deux concurrents qui ont dominé cette épreuve pendant 19 km, un peu plus, et qui finalement doivent laisser partir Valentin Massana, qui lui n'a pas volé sa médaille d'or, disons-le tout de suite. Massana donc qui va offrir une belle médaille à l'Espagne. C'était attendu quand même. C'était attendu. Et lorsqu'on dit ne pas voler, il faut aussi qu'on vous précise que dans leur intention, il n'est surtout pas question de voler. Simplement, ils sont limites. Ils doivent jouer avec le feu à chaque pas de marche. Et simplement, il est évident qu'on est à ce rythme-là souvent disqualifié. Voilà, c'est fini pour Massana. Avec un grand bonheur. Et derrière, bien sûr, avec la disqualification, ça a fait le vide. Et c'est effectivement l'Italien Giovanni De Benedictis qui va prendre la deuxième place. Et cette image France 2 offerte par Daniel Koster, William Solivelas. Merci Patrick. Unis dans le malheur. À tout à l'heure Patrick. Oui Pierre, allons-y. À tout à l'heure. Dans quelques instants, on se retrouve. On va parler football parce que c'est une grande journée finalement, la 5e journée. On s'en souviendra. Le Canois Roustan est content, Cannes est en tête et étonne. Oui, et puis Olivier Rey, le Parisien, attend avec impatience, bien évidemment, OM PSG, mais c'est à 20h, on en parlera plus tard. Alors, oui. Didier. Alors, bien sûr, enfin, oui, évidemment, mais enfin, même s'il faut rester quand même objectif, c'est vrai que Cannes est la seule équipe à vaincu. Il y avait auparavant Nantes, mais Bordeaux, Olivier, je crois, Bordeaux qui est parti lentement mais qui a terminé fort. Ce qui n'avait pas été le cas en milieu de semaine à Monaco. Non, à Monaco, Bordeaux était parti très vite et avait mal terminé. Et puis hier soir, en revanche, Bordeaux est parti beaucoup plus lentement, mais Bordeaux a bien terminé. C'était un peu la rencontre entre deux écoles, deux styles, les Nantais et les Bordelais, avec une certaine rivalité entre ces deux clubs. Je vous propose donc de voir ce qui s'est passé un peu hier soir au parc Lescure entre Bordeaux et Nantes, qui a subi sa première défaite. Les jeunes supporters des Girondins, pour eux, l'issue du match ne fait aucun doute. Trop jeunes, ils ne connaissent pas la rivalité existante entre leur équipe et celle de Nantes. Budzinski, lui, en sait quelque chose. Cette rivalité est pimentée aujourd'hui par l'opposition Courbis-Siodo. Un match un peu entre chien et chat. Avant, c'était essentiellement une opposition de styles. Aujourd'hui, les styles se sont rapprochés. D'un côté, parce que les Girondins ont fait d'énormes progrès dans le jeu technique. Et d'un autre côté, parce que nous-mêmes, je pense que sur le plan athlétique, on commence à avoir du répondant. Avec le soutien d'un public particulièrement en forme, les Bordelais prennent la direction des opérations, avec Stéphane Paille comme fer de lance. Sous les yeux de leur entraîneur, Siodo, les Nantais exercent un pressing assez haut pour bloquer les offensives des Girondins. Plutôt bien, les joueurs de Courbis sont gênés et doivent faire face aux contre-attaques rapidement menées des Nantais, comme celle de Endoram, et contrée par Dogon, qui aurait pu prendre à contre-pied Huard. Les Bordelais réveillent leur public avec un coup franc de Crossi, qui frappe l'arête de la transversale, mais à cet instant, les Girondins doutent. On a eu à peu près le même match que contre Cannes. C'est-à-dire de se livrer et de ne pas marquer. Mais dans nos têtes, on a été plus patient et on se les répétait dans les vestiaires en deuxième mi-temps. Et pourtant, à la reprise, ce sont les Nantais qui se mettent en évidence. Mais le tir de Makelele n'est pas assez précis pour inquiéter Huard. Dans la foulée, sur un ballon perdu par Dib, les Canaries portent encore le danger dans le camp bordelais, mais la tête de Wedek passe au-dessus. Les Nantais se découvrent et Bordeaux en profite. Paille déborde, centre pour Vercruis, étonnamment seul, qui n'a aucune difficulté à battre Marot, qui encaisse son premier but depuis le championnat. Un but qui décontracte Bordeaux et relance Vercruis. C'est pas vraiment une revanche. Ce qui est important pour moi, c'est surtout de pouvoir amener mon expérience. Je crois que c'est vrai qu'à Bordeaux, j'ai pas eu beaucoup de chance quand je suis arrivé ici en 87. J'ai eu quelques petits problèmes de santé. Mais par la suite, je crois que j'ai fait de bonnes prestations ailleurs et j'essaye de continuer dans cette optique. Menés à la marque, les Nantais essayent bien sûr de réagir et d'utiliser, mais leurs jambes se font lourdes. La mécanique a des ratés, sans doute la fatigue. Après l'heure de jeu, il y a eu la baisse très nette physiquement. Ça, c'est... Ça nuit grandement à la pratique de notre jeu.
Surtout quand on a devant nous une équipe qui sait aussi bien tenir le ballon. Avec assurance, les Bordelais se détachent. Même scénario que le premier but. Dugarry qui a remplacé Paille déborde. Centre pour Vercruis, encore lui, qui cette fois de la tête signe un joli doublé. Une victoire qui comble un Courbis plutôt ironique. Ne pas prendre une fois de plus une leçon de football par une équipe qui, paraît-il, du côté de là-bas, on l'a inventé, c'est pour nous beaucoup de satisfaction. Et en plus de la victoire, nous, on est contents de la manière, parce que j'ai peur que si Nantes avait fait le même match que nous, là par contre, on parlerait du football à la nantaise sur toutes les antennes et dans tous les journaux. Donc Nantes était certainement dans un jour ça. Et en bon papa, Courbis remercie ses joueurs pour cette victoire à la bordelaise. Voilà. Et Courbis sur le dos, ils ne se tiennent pas la main. Hein. Non, Nantes, c'est pas... Bon, alors, ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des renversements assez étonnants. Hier soir, des équipes qui menaient 2-0, qui sont fait remonter. Oui, à 3 reprises, c'est assez rare quand même dans le football français, puisqu'on dit que souvent le footballeur français est fragile. Ben là, il faut croire que non. En tout cas, pour les 3 équipes qui se sont distinguées, c'est-à-dire qu'à Lille était mené 2-0 sur son terrain devant le Havre et revenu à 2 buts partout. Coup de chapeau à Toulouse, qui était mené 2-0 à Saint-Etienne et qui jouait à 10 contre 11 et qui est revenu à 2 partout au stade Geoffroy-Guichard. Et puis vous allez le voir tout de suite, cela se passait à la Méno. Et bien Cannes est revenu de très loin. Cannes était en effet également mené 2-0. Les Bleus sont fous de joie. En effet, ils viennent d'ouvrir la marque ici par Assec à la 27e minute. Et puis juste avant la mi-temps, long ballon de Leboeuf, Assec pour Boafia, 2-0 à la mi-temps. Cannes, mon cher Pierre, est au plus mal. Et pourtant, il y a ce raid de Kader Ferraoui sur le côté droit et à l'arrivée, un bon centre. Etis qui marque contre son camp. Et là, nous ne sommes pas loin du 3-1 après cette erreur de Lemasson. Hughes, il faut frapper maintenant. Il hésite, il tergiverse. Finalement, une autre occasion pour Boafia. Et un Canois qui sort sur la ligne. Il y a des coups de pied là où je pense qu'ils se perdent, doit se dire Gilbert Grèce, surtout que dans ce genre de situation. Évidemment, c'est Cannes qui égalise par Hughes. Je ne vous dis pas sur le banc canois aux alentours de celui-ci. Et donc, score final, 2 buts partout. Coup de chapeau aussi à Monaco, Lyon et Martigues qui l'ont emporté à l'extérieur. Belle réaction, on l'a dit, de Toulouse à Saint-Etienne. Ce soir, c'est vrai, c'est le match au sommet entre l'OM et le PSG au classement. Cannes qui recevra Sochaux lors de la prochaine journée. Seul en tête, saluons la belle 5e place de Martigues. Martigues qui jouait, vous le savez, la saison passée en 2e division. En 2e division, nous y allons maintenant avec une rencontre qui nous intéressait tout particulièrement. Et nous avons eu du flair, car ils ne nous ont pas déçus, les Lavallois et Nancéens. Ici, une erreur, vous avez vu le gardien de but de Nantes. Et c'est Bonora qui a ouvert la marque à la 38e minute. 1-0 à la mi-temps, mais la deuxième période va être extraordinaire. Extraordinaire aussi cette reprise de volée du pied gauche de Sachi à la 47e minute. Un but partout. Et puis regardez ce coup franc à la suite d'un ballon donné en retrait pour le gardien qui s'en est saisi des mains. Alors là, il n'y a jamais but sur ce genre de coup franc, vous le savez, Pierre. Parce qu'ils sont tous dedans. Eh bien oui. Mais il y a eu une petite erreur, dit attention. Et c'est la première fois, personnellement, pourtant j'en ai vu. Hein, Olivier, on est d'accord, c'est ce genre de situation. Donc 2-1 pour Nancy. Et comme à Strasbourg, eh bien Nancy va avoir une balle de 3-1. Le juge de touche a bien levé son drapeau sur la droite de votre écran en bas. Vous le voyez, mais l'arbitre laisse jouer. Heureusement, Laval s'accroche jusqu'au bout. Osmond se saisit du ballon car l'arbitre de champ, lui, n'avait pas sifflé. Et bien de 3-1, nous passons à 3-2 grâce à 2 buts partout, grâce à cette égalisation de Bonora. Et le dernier quart d'heure va être conclu. Il va y avoir ce majestueux coup franc de Boudzaïen à la 77e minute. Donc 2 minutes après le but de Bonora. Allez, c'est la folie au stade Francis Lebasser. Et pendant que le public applaudit encore, eh bien 3 minutes plus tard, c'est Van de Castel qui marque un 4e but. Et 3 minutes plus tard encore, un nouveau but de Van de Castel. Donc en quelques minutes, il y a eu 4 buts, score final 5 buts à 2. Mes aïeux, quelle finale! Et on va enchaîner avec la rencontre Niort-Rennes, Niort en blanc. Et ici, eh bien c'est l'aile gouache qui ne laisse pas l'ombre d'une chance à son gardien de but. 1-0 à la mi-temps pour Niort. Il joue bien le coup, le 11 de Rennes, qui aurait peut-être une petite faute en principe. C'est bien fait. Moussissi égalise un but partout à la 59e minute. Et puis, il y avait les supporters bretons, vous le voyez. C'est Niort qui a le dernier mot à la 77e minute. Un coup franc canon de Bémet et les gardiens de but de Rennes qui avaient la main qui tremblait un petit peu. Score final 2-1. Beauvais et Bourges, c'est la grande surprise de la soirée. Puisque Bourges ouvre la marque ici à la 3e minute par Chavanon.
Beauvais qui était leader mercredi dernier, qui a mené même à Nancy avant de s'incliner finalement 4-3. Beauvais qui égalise ici juste avant la frappe par Pinault. Belle frappe une nouvelle fois. Mais nous allons nous quitter avec un dernier but de Bourges à 6 minutes de la fin, marqué par Miriuta. Regardez, l'action est rondement menée. En retrait, voilà, faut frapper, pas de problème. S'il y en a un petit, mais c'est pas grave, il y a un petit pointu qui traîne, un petit extérieur derrière. Donc Bourges a gagné à Beauvais. Valenciennes a été écrasé par Valence 4-0, ça paraît incroyable. Et puis bon, Bourges, c'est l'unique victoire à l'extérieur. Au classement, Bastia, vainqueur du Mans 2-0, rejoint la première place Nancy. Mais Nîmes, Nice, Rennes et Rouen sont à un tout petit point. Comme je vous aime bien, Pierre, nous allons passer à l'étranger et je vais vous offrir, pour vous faire plaisir, quelques petites lucarnes. Anglaises, non. Des hommes, des lucarnes et des hommes. Pas anglaises, non, nous n'avons pas les droits, mais une lucarne ici, autrichienne. Jolie l'Autriche. Regardez. Il y a longtemps qu'on ne les a pas vus. Magnifique but pour Sturm Graz, qui joue à Innsbruck, mais qui, malgré ce but, s'inclinera 4-2. Et puis, nous allons aller à Prague, le Sparta Prague. Vous savez qu'il avait éliminé Marseille il y a 2 ans. Voilà, lucarne formidable, sur coup franc. Dans un match formidable, sans élan, de l'intérieur du pied, un but pour le Servette de Genève, qui recevait Lucerne, c'est de l'intérieur. Et là, c'est du coup de pied. C'est également une lucarne, mais ça va plus vite. Donc, égalisation de Lucerne, parce qu'en finale, Servette-Lucerne, un but partout. On a repris en Allemagne, c'était la 2e journée, et déjà la première défaite du Bayern à Leverkusen 2-1. En Angleterre, c'était la première journée. Eh bien, Manchester United a gagné à Norwich 2-0, mais je ne sais pas si Eric Cantona a marqué. Florian ne nous a rien dit, donc il n'a peut-être pas marqué. On enchaîne avec la Coupe d'Asie des clubs. Alors, écoutez bien le commentateur, c'est le commentateur local, et Qatsier, club d'Arabie Saoudite, qui marque. Il est content. Devant Al-Wida, un club de l'État de Bahreïn. Écoutez comme il est content, le commentateur d'Arabie Saoudite. Ça veut dire regarde. Voilà, regarde Jamila. Et écoutez maintenant, écoutez le même commentateur sur une action de l'équipe adverse. Alors lui. Ça n'enthousiasme pas, ce penalty. Ah, il est un petit peu déçu. Un petit peu chaud sur les bords, c'est pas grave. Allez, ça fait partie du folklore. La Belgique, ça a repris également. Anderlecht Waregem, c'est ce soir. Et Pays-Bas, eh bien, les 3 gros ont gagné. L'Ajax, le PSV et Feyenoord. Voilà. Merci, monsieur Ben Roustan. Bon, on va passer maintenant à des choses encore plus sérieuses, puisque nous retrouvons le mondial d'athlétisme à Stuttgart. Alors, tout ce qui s'est passé en 2 jours, les bonheurs, les malheurs des Français et surtout l'état d'esprit de Marie-Jo Pérec, le regard de Dominique Leblou. Vraiment, le championnat du monde d'athlétisme, c'est le pied. Qu'il soit nu parce que son propriétaire a oublié ses chaussures à l'hôtel, qu'il soit habillé de drôles de chaussettes de ville, ou qu'il se mette à courir alors qu'on lui demandait simplement de marcher. Il ne court plus, il vole et élimine hélas la belle Madeleine Swenson, alors en tête du 10 km en marche. C'est aussi des histoires. La plus belle, celle du marathon et de son vainqueur, une course fantastique. Longtemps, on a cru à la première médaille d'or de la jeune Namibie. Tant Luketch Schwarzboy, son unique représentant sur les 42 km 191, semblait intouchable, supportant la chaleur étouffante et les difficultés du parcours sans jamais modifier son rythme. 5 km de l'arrivée jusqu'à 2 minutes d'avance. Derrière, le Coréen Kim Krakel, laissé sur place par un Américain pas très connu. Mark Pladges, un Américain de 32 ans, citoyen américain depuis 7 années seulement. En fait, un homme né à Johannesburg, venu en vacances aux États-Unis en 88 et qui décida de s'y établir. Pour une nouvelle vie, pour une dignité, pendant 4 ans, citoyen apatride, jusqu'à donc décembre 92. Finalement, une histoire entre Sud-Africains, l'un devenu namibien politiquement, l'autre américain par choix. Cela promet extraordinaire. Et que fut pathétique le moment où Schwarzboy, l'assistant bibliothécaire, qui croyait donner à son pays la première médaille d'or de son histoire, ne put rien contre. On était à moins d'1 kilomètre de l'arrivée, terrible retournement de situation. Drame magnifique, qui sacre un homme à l'histoire exceptionnelle, un homme qui aujourd'hui sans doute s'est quand même senti un peu sud-africain. Ce marathon fut terrible.
Dominique Chauvellier reconnut qu'il fut le plus dur des 40 qu'il disputa. Dur. La journée de sa 11 heures, Gaëtan Desmangues, passé des championnats régionaux de Guyane aux championnats du monde, rêvait encore. C'est un de mes rêves, faire partie de l'équipe de France, des grandes compétitions. Là, je crois que je suis dans le bain. Courir parmi tant d'étoiles, tant de grandes étoiles, je ne suis que la petite poussière, moi, en fin de compte. Et bon, ben, ça me fait plaisir, quoi. À 14h30, le rêve devenait cauchemar. Par 2 fois, Gaëtan volait le départ éliminé, alors qu'il se trouvait dans la même série que Carl Lewis. Il n'aura fait que 3 mètres. Daniel Sangouma, lui, en quart de finale, sera allé jusqu'au bout contre Carl Lewis. C'est pour faire des temps de merde comme ça. Ça m'énerve. Max Morinière frappé en pleine course derrière la cuisse, éliminé aussi. Heureusement, ce matin, Pierre Camara s'est qualifié pour la finale du tri. Avec 17 mètres 19. Apparemment donc, plus de soucis avec la talonnade. Et pendant ce temps, sur le terrain des Kickers de Stuttgart, nous venions vérifier un tuyau. Paraît-il que la belle Marie-Jo accomplissait une dernière séance. Hélas, impossible d'entrer. Un petit tour autour, un grillage et une apparition. Elle était là, en pleine séance d'étirement, pour 1h30 de travail cool, dans la bonne humeur. Une dizaine de départs et des courses sur une 50aine de mètres. C'est une fille capable de sublimer, de donner le meilleur d'elle-même avec de l'opposition. Et à l'entraînement, quelque part, elle doit en garder un peu sous le pied, disant que mon chronomètre est satisfait moyennement et mon œil est parfaitement rassuré. J'espère que ça va aller, on va tous croiser les doigts. Hein. Vous vous souvenez, à Barcelone, j'étais déjà venu vous embêter à 48 heures du départ. Je suis vraiment pénible. Je me rappelle pas de ça. Il y a bien longtemps tout ça. Hein. Si ça pouvait se finir de la même façon. Ah, ça serait si beau. Ça serait si beau qu'elle le voit même à chaque fois qu'elle regarde un miroir. Bien, on va attendre le début de semaine pour savoir comment Marie-Jo va se comporter sur ce 200 mètres. Dominique Leglou, vous êtes en direct de Stuttgart. J'imagine que vous avez eu beaucoup de chance pour côtoyer tout ce beau monde. Boubka, qui encore? C'est formidable ici, vous voyez. Et en plus, par rapport à Barcelone, je vois tout, ce qui est quand même merveilleux. Vous venez déjà de voir une star, Pierre, avec notre reine à nous, c'est-à-dire notre petite Marie-Jo Pérec, en exclusivité pour France 2. Et bien sûr, il y a le roi Carl Lewis. Après les demi-finales de tout à l'heure, je pense que les gens voient plutôt André Kaysen, la bombe. Eh bien, attendons 20h35. Des stars, il y en a une bonne dizaine, j'en ai choisi 5. J'aurais pu faire un autre choix. Honneur, pour commencer, au roi, le maître Carl Lewis. Il a laissé son empreinte sur la jeune histoire des championnats du monde d'athlétisme. Vainqueur à Helsinki en 83, à Rome en 87, puis à Tokyo sur ces images en 91. 3 victoires en 3 éditions, tout comme le maître Boubka. Carl Lewis, qui plus est à Tokyo, battait le record du monde en 9 secondes 86 centièmes. Carl le Magnifique. Un règne sans partage, justement depuis 1983. Son histoire se confond avec celle de ses championnats du monde, se confond même avec l'histoire du sport. 16 médailles d'or aux Jeux et championnats du monde. Unique. Alors, ces 4e championnats du monde prennent pour lui une autre dimension, avec cette question devenue rituelle. La fin d'un mythe que l'on annonce déjà depuis quelques années. Lui est assuré du contraire. Ce championnat est l'objectif de ma saison. C'est important aussi pour votre vie? Oh, c'est toujours la même vie. J'ai beaucoup travaillé, je donnerai le meilleur de moi-même pour faire la meilleure course. C'est important pour vous d'être toujours le meilleur? Ce qui est important pour moi, c'est de donner le meilleur de moi-même et c'est déjà très bien. Quoi qu'il en soit, s'il manque la première marche, celle du 100 mètres, il lui reste toujours la possibilité de briller sur 200. Les marches de la gloire, Lewis à 32 ans, espère bien en franchir encore quelques-unes. Linford Christie, son grand rival britannique, reste lui sur un succès au 100 mètres de Barcelone. Et l'armada américaine ne lui fait pas peur.
Je suis prêt. Je suis en pleine forme. J'ai confiance en moi. Et puis les autres parlent de moi. Alors, qui sera le premier sur 100 mètres? Il l'a fortement pensé, non? Star sans couronne, Merlène Ottey, la Jamaïcaine, la championne du monde des meetings, hélas toujours battue en compétition officielle, championnat du monde ou Jeux olympiques. La dame de bronze, comme on la surnomme ici à Stuttgart. Merlène, tombée à Barcelone sur une revenante miraculée, Gail Devers. Merlène, tombée un peu plus tôt à Séoul, sur une bombe, Florence Griffith-Joyner. Merlène, que l'on espère enfin voir sourire au moment du regard vers le tableau. L'or ferait bien à côté de ses 9 médailles de bronze. Sergei, comme Lewis, a gagné les 3 premières éditions des championnats du monde, mais il reste sur un échec à Barcelone aux Jeux. Les sifflets et la jeune garde de l'ancienne Union soviétique lui font mal. Le tsar Star est à l'affiche, on ne lui pardonne plus, qu'il n'améliore pas à chaque sortie le record du monde qu'il a porté l'an dernier à 6,13 m. Et l'on attend à nouveau. Ce cri, ce fabuleux cri qui salua sa seule victoire olympique. Toujours plus haut, avec Javier Sotomayor, 2,45 m cette année à Salamanque. Un fabuleux record du monde qui n'a pas été Javier. Parfois ça va, parfois un peu moins. Vous savez, j'ai la pression. La pression? À cause de vos adversaires? Non, non, à cause de moi, je ne m'occupe pas des autres, seulement de moi. Une pression qui vient sans doute du fait qu'il aimerait bien enfin devenir aussi champion du monde. Le titre qui lui manque, le titre que lui avait ravi Charleston, l'Américain, à Tokyo. Alors, la dernière préoccupation? Oui, la dernière. Si je gagne ici, je n'aurai plus aucun problème après. À bientôt, Javier, et bonne chance. Et puis, que le meilleur gagne. Voilà, on retournera à Stuttgart à peu près dans un petit quart d'heure pour les demi-finales du 400 mètres, ou plutôt les séries du 400 mètres avec Rapnouil, le Français. Oui, qui est en quart de finale, exactement. Alors tout de suite, le triathlon, maintenant, future discipline olympique. La seule épreuve de Coupe du Monde s'est déroulée en France. Qui s'est déroulée en France s'est déroulée à Embrun. Et Claude Aymar y était bien entendu présent pour Stade 2. Depuis plusieurs années maintenant, le triathlon d'Embrun est devenu une véritable épreuve de masse incontournable dans le calendrier. Épreuve de masse au niveau concurrent, vous les voyez derrière moi, 1500 inscrits cette année répartis sur les 2 épreuves. Épreuve de masse au niveau organisation, plus de 2000 travail depuis plusieurs jours. Je vous propose d'en découvrir quelques-unes tout au long du parcours. Un parcours qui commence bien entendu par la natation. Dans le plan d'eau d'Embrun, 1,5 km, c'est un triathlon distance olympique. L'occasion tout de même pour les meilleurs nageurs de prendre quelques mètres d'avance. Les plus rapides cette année, Benjamin, mais normal, Benjamin notamment, a été champion de France du 1500 mètres. Et c'est lui qui logiquement va sortir en tête devant Jérôme. Le troisième est à 1 minute 16. Ensuite, les 2 frères, comme tous les autres concurrents d'ailleurs, sont dirigés. Dans le parc à vélo, 40 bénévoles encadrent et guident chaque triathlète, surtout lorsqu'il sort de l'eau. Du vélo au fond à gauche. Il ne faut pas qu'il perde de temps. Mais il vient toujours après un effort assez long et un peu violent. Donc il faut le guider en général vers sa place parce que certains se perdent un peu dans notre parc avec 800 chaises et 400 barrières. Notre parc est immense. Benjamin Sanson, lui, a été bien guidé puisqu'après 5 km de l'épreuve cycliste, il est toujours en tête. Derrière lui, son frère, à quelques secondes. Le néo-zélandais Ben Bright, sorti 5e de l'eau, mais qui entame une belle remontée. Enfin, 4e, Yves Cordier, le français. Cordier qui n'a pas très bien nagé, mais qui va pédaler plus vite que son ombre et réussir le meilleur chrono sur les 40 km vélo. Si bien qu'au ravitaillement de Villars, Ben Bright va passer en tête devant. Des ravitaillements, il y en a plusieurs sur le parcours, placés en fonction des difficultés rencontrées dans la journée. Et bien évidemment, chacun n'a pas la même utilité. Ici, ils nous demandent surtout des produits énergétiques, ils nous demandent des bananes, des choses nourrissantes. Parce qu'il est en début de parcours, parce qu'ils viennent de faire une très grande côte là, qui fait 14 km. Et après, la journée avançant, il fait beaucoup plus chaud et ils demandent beaucoup plus de boissons que de nourriture.
La chaleur, Stephen Foster l'aime. L'Australien va réussir le deuxième temps de la partie vélo et revenir sur les deux hommes de tête. Deux hommes qui arrivent pratiquement ensemble au parc à vélo avant la dernière épreuve. Yves Cordier et Ben Bright. Troisième à 1 minute, Foster. Mais Cordier, qui relève d'une grosse opération, n'a pas complètement récupéré tous ses moyens. Il est obligé de laisser filer Ben Bright. Il sera même dépassé et lâché par Stephen Foster. L'Australien, décidément en pleine forme, va encore réussir un temps canon, 32 minutes 35 secondes sur les 10 km en tête dès la moitié du parcours. Là précisément où se trouve le dernier des 7 postes médicaux de la course. Des postes avec ambulance, médecins, secouristes et un rôle bien précis. Nous, c'est d'assister essentiellement les blessés en fin de course. On est confronté surtout à des hypoglycémies, des épuisements, mais souvent ils ne veulent pas s'arrêter. Les triathlètes veulent poursuivre jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'ils sont épuisés, mais ils veulent quand même continuer? Oui, au-delà de leur force, mais ils veulent à tout prix continuer, même s'ils savent qu'ils ne seront pas classés. Alors Stephen Foster, lui, ne s'est pas arrêté, bien sûr. Il remporte cette 10e édition du triathlon d'Embrun en 2h17 minutes 12 secondes. Deuxième Ben Bright à 1. Yves Cordier, très applaudi à 2h41. C'est de bon augure pour l'équipe de France avant les championnats du monde de Manchester la semaine prochaine. Un Français, Philippe Lee, qui est champion d'Europe de la spécialité devant le Néerlandais Red Barrel. Alors, Céline Géraud, vous avez pris un souffle de mer, si j'ose dire. Vous êtes parti à la Corogne pour suivre la course du Figaro avec un solide leader, le breton Jean Le Cam. Le Cam. Et vous nous racontez la vie à bord en solitaire, sans femme, bien évidemment. Oui. Sans femme, mais bon, avec de la bonne nourriture. Alors la vie à bord dans la course du solitaire, c'est pas toujours très marrant, surtout quand les étapes durent 3-4 jours. Les hommes en tête, Jean Le Cam, Hans Buchholz et Dominique Vittet, ils ont trouvé la solution, c'est bien manger. Avant la course, après la course, mais surtout sur le bateau. On retrouve tous ces gens-là à la Corogne, dans le port espagnol, sur fond de tapas. La Corogne a l'habitude d'accueillir les solitaires de la course du Figaro, mais à l'heure de la sieste, il n'y a guère que les plus vieux qui guettent les voiliers. On se risque tout juste sur les pas de porte brûlants et dans le port, 2-3 pêcheurs cherchent un peu de fraîcheur dans les mailles de leur filet. Ici, pêcher reste un plaisir. Sur les pontons, les skippers qui ont vaincu le petit temps du crépuscule savent faire. Le plaisir, on le trouve sur son bateau, entre un asticage et un ménage de grand voile. Premier épicurien de la course et vainqueur de la première étape, Jean Le Cam, 10 ans de solitaire, ça vous forme un skipper tout-terrain. L'homme est un peu bourru, mais le marin sait vivre, d'amour, d'eau salée et de bonne bouffe. Son option tactique, gastronomique, genre petit plat mitonné aussi, recette. Ah ouais, j'ai bien mangé. Le deuxième plat, peut-être. Ah ouais, le deuxième plat, c'est fantastique parce que j'ai fait comme à la maison, quoi. Manger un petit peu, dodo. Quel a été votre plus grand plaisir dans cette étape? Moi, vous avez mangé ça va, les pâtes. j'étais en tête à l'arrivée. 12 minutes plus tard, Hans Buchholz franchit la ligne d'arrivée et il a l'écrou. Sa belle deuxième place lui a ouvert l'appétit. Et puis sa poisse dans la solitaire l'a lâché. Poignet cassé en 91, abandon l'an passé. Cette fois, le Hollandais nordiste d'adoption sait ce qu'il va faire sitôt le pied posé. S'il n'y a pas d'assistant, je dois ranger mon bateau moi-même. C'est simple. Et après nettoyer. Et après, je pense que je vais manger une grande steak. Un très grand steak. Ouais. L'alimentation tient un rôle fondamental en mer, surtout dans une course en solitaire où chaque skipper n'a droit qu'à 20 kg de nourriture par étape. À la barre, il faut manger vite et léger. La cerise sur le gâteau, c'est quand on peut varier les plaisirs. C'est vrai que de manger de temps en temps un repas qui fait plaisir est un élément de récompense, c'est un élément qui permet un petit peu d'échapper à une réalité un peu contraignante. Et il y a une époque où les coureurs se faisaient un petit peu mal, c'est-à-dire qu'ils se nourrissaient par exemple de lyophilisés exclusivement, ou de rations survie, ou même de comprimés. Et puis finalement maintenant on est arrivé à une phase où plutôt on se fait plaisir, c'est-à-dire qu'on se nourrit de choses qu'on a envie de manger. Et finalement grâce à ce côté psychologique un petit peu plus, où on se fait un peu plus attention à soi, finalement au bout du compte on est peut-être encore plus en forme. Dominique Vittet, lui, il raffole des rochers, pas ceux en chocolat, les vrais. Troisième mercredi soir à 26 minutes de Jean Le Cam, Vittet raffole des étapes techniques difficiles. 80 heures de course, 4 heures de sommeil et encore des cailloux plein les yeux. Et les courants, les cailloux, il y avait tout pour vraiment, c'était passionnant. Et on s'est éclaté avec Hans, Jean et Douglas là. Tous les quatre, on s'est tiré une bourre, je te passe derrière, je te passe devant, je te passe derrière le caillou, je ressors derrière, fabuleux. Le prochain caillou en vue, c'est Belle-Île. Et aujourd'hui, vers midi, Jean, Hans, Minot et les autres solitaires du Figaro ont repris la mer, vers Douarnenez. Encore une étape marathon de 465 000.
Frédéric Leclerc, Roland Jourdain et François Lamiot peuvent encore espérer refaire leur retard. Pour les autres, ce sera très dur. La nuit a volé le vent et près de 15 heures les séparent des premiers. En quittant le port de la Corogne, ils auront sans doute des regrets bleu nuit, mais du plaisir en réserve, car la régate sera belle, surtout avec les copains. Oui, les concurrents sont donc partis dans ce tour de Douarnenez. Non, aujourd'hui. Voilà, chante donc. Alors, toujours amoureuse de l'eau, et bien évidemment, vous êtes allés suivre maintenant les championnats de France de ski nautique. Oui, championnat de France de ski nautique sans Patrice Martin. Il est en Floride, il prépare les championnats du monde. Alors, en son absence, Nicolas Le Forestier, Serge Pogolewski et Claude Pérez ont raflé les titres en figure, slalom et combiné. Donc, Frédéric Savin, chez les femmes, s'est imposé avec un nouveau record de France à 7000 points. Alors, sur le plan de Roquebrune, on a trouvé une nouvelle petite merveille couleur café. On se retrouve tous beau monde sous le soleil, exactement. Un championnat de France à 2 semaines d'un championnat d'Europe, c'est forcément un bon test. À Roquebrune, le ski nautique français profite de cette répétition pour sortir de l'eau ses plus beaux espoirs de médailles. Chef d'orchestre, Nicolas Le Forestier, 19 ans, champion de France de figure, mais surtout champion d'Europe et champion du monde junior. Patrice Martin et ses 2 vrais adversaires sont aux États-Unis, en préparation pour le mondial. Ça n'empêche pas Le Forestier de jouer les virtuoses, avec 4 sauts périlleux dans son programme. Une exclusivité de passer la barre des 11 000 points, mais surtout de développer le ski spectacle. Je pense avoir une grande marge de progression, car je suis en train de présenter de nouvelles figures à l'homologation avec des sauts périlleux, avec des grosses rotations au niveau des vrilles, qui risquent de faire beaucoup de points une fois qu'elles seront homologuées. Il faudrait en figure supprimer toute la partie de figures non spectaculaires que sont les cordes au pied et réaliser 2 parcours en corde en main qui deviennent aussi spectaculaires à ce moment-là que les figures faites en skiboard. Et ça relancerait un peu les figures à ski qui sont pour l'instant un peu sur une pente descendante. Les filles s'accrochent bien dans le siège des garçons. Odile Dumont, ici en bleu, prend une belle 2e place avec 5120 points. Mais la figure, c'est Frédéric Savin, championne de France de figure et combinée, intouchable cette année, encore avec 7000 points, record de France. L'ex-championne du monde s'entraîne à fond à La Réunion et en Floride pour reprendre son titre dans 1 mois au mondial de Singapour. Seule angoisse, la chute. Bon, je suis championne de France depuis des années déjà. Petit stress quand on part, on n'est jamais vraiment sûr de soi, surtout en figure qui est une discipline très ingrate. On peut tomber tout de suite et tout perdre sur une chute. Je fais des figures qui sont quand même d'un assez haut niveau, mais je ne peux pas dire que je suis la seule à le faire. Je fais des bodys qui sont des figures d'hommes et qu'aucune femme en France ne fait encore, sauf Odile à l'enfer. Patrick Julien Hénard, lui, ne copie sur personne. À 11 ans, il skie encore dans la cour des petits, mais il chipe les jouets des plus grands. Champion de France minime, champion de France cadet et champion d'Europe junior de figure. Le diablotin couleur café fait ses classes à Pointe-à-Pitre, dans la baie de Mao. À Roquebrune, il établit un nouveau record de France avec 6160 points. Sacré petit bonhomme. Je voulais gagner, mais je voulais battre mon record. C'était pas seulement avoir le titre, mais de me battre moi-même. Je mets le vide dans la tête, j'oublie tout, je pense qu'au ski. On dit aussi que je suis très douée, mais je pense pas parce que je suis très douée, c'est plutôt parce que je travaille beaucoup. Je fais du travail foncé, et c'est pas parce qu'on est doué qu'on arrive à faire quelque chose dans la vie. Patrick Julien n'ira pas à Singapour dans 1 mois pour les championnats du monde. Il faut d'abord qu'il apprenne les sauts périlleux. Le Forestier, Savin, Pérez et les autres lui ramèneront de toute façon des médailles qu'il accrochera dans ses rêves. Eh oui, mais on a connu Patrice Martin lorsqu'il avait à peine 11 ans, et voyez ce qu'il est devenu, ce grand homme. Alors, maintenant nous allons terminer notre tour d'horizon de l'actualité sportive avec une présentation d'un champion qui mérite d'être connu, comme dirait Patrick Chen. Les championnats du monde de cyclisme sur piste débutent la semaine prochaine à Hamar, en Norvège. Vous connaissez maintenant ce vélodrome où le record du monde de l'heure a été battu. Il y a eu un certain Michel Rousseau, mais c'était dans les années 56, vous n'étiez pas né, Thierry. Non, pas encore, non. Oui, qui a été champion olympique sur piste. Et maintenant, il y a un nouveau Rousseau, il s'appelle Florian, et Thierry Blanco, vous l'avez suivi. Oui, aucun lien de parenté, Pierre, entre les deux, mais du talent, ce qu'on peut déjà comparer. Vous vous rendez compte, 8 titres de champion de France, Pierre. 8 titres, 2 en cadet, 6 en junior.
Ce garçon est littéralement une bombe sur la piste. En plus aujourd'hui, petite info, ils sont allés s'entraîner sur la piste des 250 mètres, les Français. Ils l'ont jugé rapide, comme la piste en bois du Vélodrome de hier, où nous sommes allés rencontrer Florian Rousseau, qui cette semaine nous réserve beaucoup de surprises, de bonnes surprises. Dans 2 jours, cet homme devrait sortir de l'ombre. Il faudra vous habituer à ce visage, c'est celui d'un gagneur. Champion de France junior, Florian Rousseau a hésité entre le foot et le vélo. C'est sur la route qu'il a commencé. À 12 ans, première course, première victoire. Et puis, le hasard. Dans son club de l'Orléanais, un vélo de piste traînait au fond du hangar. Florian essaie, première course et bien sûr, première victoire. Record de la piste en prime, alors pas de regret, il sera pistard. Ouais, c'est un choix délibéré, puisque bon, enfin je regrette pas d'avoir choisi, puisque bon, vu le résultat que j'ai eu jusqu'à maintenant, et puis bon, c'est une autre ambiance que la route et c'est sympa, enfin je regrette pas d'avoir choisi la piste. Et il a bien fait, Florent. Champion de France de vitesse, recordman du 200 mètres départ lancé, 3e des championnats du monde à Athènes, tout ça en 92, chez les juniors. Champion de France et recordman du 200 mètres. Il pulvérise le chrono du kilomètre départ arrêté, un chrono vieux de 13 ans, et s'approche par la même occasion du record il y a 3 semaines sur le Vélodrome de Bordeaux. Pas de doute, le sprint français tient sa nouvelle star. Par rapport au temps qu'il a fait à Bordeaux, je crois que c'est la meilleure performance mondiale. Il n'y a personne qui a pu faire ce temps-là. Oui, je pense qu'il a de grandes chances d'être dans les 3 premiers du championnat du monde. Maintenant, il faut voir les autres adversaires, mais vu ses prestations, je crois quand même qu'il est le plus fort. Une force puisée dans le travail à l'INSEP sous la direction de Gérard Quintin. Un moral forgé dans le groupe France, Frédéric Magnier. Les résultats de cette saison lui donnent confiance, mais Florian Rousseau, c'est aussi qu'au championnat du monde, tout peut être meilleur ou encore le pire. Je ne vais pas me mettre de pression inutile. Je les abordais comme les championnats de France. Puis bon, les championnats de France se sont très bien passés. J'aborde les championnats du monde pareil que les championnats de France. Les adversaires? Bah, le seul adversaire au kilomètre, ce sera moi. J'espère que je serai dans un bon jour. Pour qu'en Norvège, pas très loin du pays du Père Noël, Florian puisse remplir son sac à dos de nombreuses médailles. Voilà. On va retourner tout de suite à Stuttgart car Patrick Montel est impatient. C'est vrai qu'il y a Watts, le champion olympique du 400 mètres dans la première course. Patrick ? Dans le premier quart de finale, Quincy Watts, effectivement, sera au couloir numéro 6. Et il y aura également Jean-Louis Rapnouille, alors que là c'est Simon Kemboy, le Kényan. Il y aura Jean-Louis Rapnouille, notre grande chance sur 400 mètres, notre dernière chance d'ailleurs, au couloir numéro 3. Mais enfin, c'est la dernière et la première dans la mesure où c'est le seul qui ait été inscrit sur le 400 mètres individuel. Pour le reste, l'Algérien Boumendil sera au couloir numéro 1. Rico Leader, attention Jean-Louis, cet homme est dangereux, sera au couloir numéro 2, c'est un Allemand. Jean-Louis donc au couloir numéro 3. Simon Kemboy, le Kényan, au couloir numéro 4. Neil Da Silva, le Trinitéen, extrêmement rapide au couloir numéro 5. Quincy Watts, pratiquement intouchable évidemment au couloir numéro 6, c'est le champion olympique, et Francis Ogola Ouganda au couloir numéro 7 et Cayetano Cornet, l'Espagnol, au couloir numéro 8. Les données sont simples pour Jean-Louis, il faut impérativement prendre l'une des 4 premières places, c'est le passeport pour les demi-finales, c'est à cela que Jean-Louis Rapnouille est en train de penser pour l'instant. Il aura devant lui un lièvre parfait en la personne de Simon Kemboy, le Kényan, qui vaut 45 secondes et 30 centièmes. Le record personnel de Jean-Louis, 45,55. C'est parti, Jean-Louis Rapnouille avait pris tous les risques dès le départ et il a pris un meilleur départ apparemment que Simon Kemboy. Alors que en haut de votre écran, au couloir numéro 6, vous pouvez déjà admirer l'impressionnante foulée, le buste très droit de Quincy Watts qui est en train de manger le Ogola. Pour l'instant, c'est pas mal pour Jean-Louis Rapnouille, mais attention, il y a Rico Leader, l'Allemand, qui est plutôt bien parti derrière lui également. Jean-Louis, il va falloir serrer les dents. C'est maintenant qu'un 400 mètres est extrêmement difficile. C'est maintenant qu'il faut retrouver le deuxième souffle. Pour Da Silva, le Trinitéen, 45 secondes 07, alors qu'on enchaîne. Et c'est très bien avec Heike Drechsler. C'est son 3e essai à la longueur. Oh, qu'elle est partie loin aussi. Heike Drechsler, qui est en train de vivre un véritable rêve. Bernard Faure, ça va très vite l'atteler. Elle est en train de vivre un rêve exceptionnel parce que figurez-vous qu'en 1983, à Helsinki, à l'occasion des premiers championnats du monde, Heike s'appelait Daote.
elle n'était pas encore mariée, eh bien elle était devenue championne du monde. Donc oui. 10 ans après, elle a la possibilité donc de rééditer ce rêve. Et chez elle, en plus en Allemagne, je pense que pour elle, c'est quelque chose de très important. Voilà. Au ralenti, Heike Drechsler, qui est en tête pour l'instant du concours de 100 longueurs. Je crois de Daniel Koster qu'on peut revoir le meilleur saut de Drechsler. Là, elle vient de 83, mais ce n'est pas ce saut-là qui lui permet pour l'instant de prendre la tête du concours. Le voilà, son saut pour l'instant miracle à plus de 7 mètres. 7 mètres 09 pour Heike Drechsler, qui est pour l'instant donc en tête du saut en longueur devant Bereznaya l'Ukrainienne, 6 mètres 80 et Nielsen la Danoise, 6 mètres 76. Et pour en revenir donc aux 400 mètres, après le saut de Heike, il n'y a donc pas eu de surprise. Bernard, on n'a pas eu le temps d'analyser cette course. On revoit l'extraordinaire saut là, de Drechsler à 7,09. Il n'y a pas eu de surprise pour Rapnouille. Il a été normalement, enfin on aurait pu lui souhaiter de battre son record, mais il a devant lui quand même beaucoup de monde. Ouais, il a peut-être laissé un petit peu de force en série. Il a essayé de tirer un bon couloir. Il avait un bon couloir, mais il était peut-être un petit peu fatigué de ses efforts de la veille. Ouais, Jean-Louis Rapnouille qui doit être très très déçu et qui tarde beaucoup à sortir du stade. Notre ami Dominique Leglou, avec Jean-Louis un peu déçu sans doute. Jean-Louis, je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous pensiez pouvoir aller en finale. Finale, mais je sais pas si c'est un coup de fatigue, mais à 50 mètres de l'arrivée, je ne pouvais plus rien faire. J'étais lactique et bon. Un championnat comme ça. Et puis vous venez d'une autre discipline, la longueur. Oui, mais bon, la longueur, bon, c'est oublié. Mais je ne m'attendais pas à faire ça aujourd'hui. Je m'attendais à faire beaucoup mieux. Mais bon, vous savez, si peut-être que là, que je suis allé trop vite hier, et aujourd'hui j'ai payé quoi. Vous avez appris aussi. Oui, j'ai appris, mais c'est vrai qu'en arrivant à 45-50, il faut que je me bagarre pour toutes les courses. Mais à côté d'athlètes qui ont un record à 45 voire moins, c'est vrai que les 2 premiers tours pour eux, c'est une rigolade, c'est un échauffement. Tandis que pour moi, c'est pratiquement toujours une finale. Merci Jean-Louis. Ouais, et la finale, regardez ce que vous allez voir en finale, et Jean-Louis la regardera aussi sur le stade, Quincy Watts. Sandrine Thiebaud, qui est un espoir du 300 mètres et qui assiste, qui est invitée, qui est une jeune espoir et invitée donc pour ces championnats du monde, trouve que c'est le plus bel athlète. Elle n'a sans doute pas tort. Oui, je pense que beaucoup de jeunes filles qui ne font pas forcément du 300 mètres partageront aussi cet avis, Patrick. Ouais. Quincy Watts, donc, il y aura Michael Johnson, et il y aura également Harry Butch Reynolds pour une explication musclée. Une explication extraordinaire, ce sera la finale du 400 mètres. Pour l'instant, nous n'en sommes pas là, nous n'en sommes qu'au quart de finale. Vous avez vu donc le quart de finale qui nous intéressait le plus, puisqu'il y avait Jean-Louis Rapnouille dedans. Et malheureusement, Jean-Louis donc a dû abandonner eh bien, tous les costauds de la discipline. Alors nous allons nous pas tarder à nous quitter. Je ne pense pas qu'on ait le temps de regarder le deuxième quart de finale. Mais ce que je voudrais vous dire, ce que je voudrais vous donner quand même, ce sont les grands rendez-vous de la soirée. Alors que ce soit sur France 2 ou que ce soit sur France 3, eh bien, que ce soit sur France 2 ou sur France 3, je vous convie à voir donc le 100 mètres ce soir à 20h35. Ne ratez surtout pas cela. Si c'est sur France 3, ce sera bien sûr à partir de 20h05. Si c'est sur France 2, ce sera dans le journal d'Hervé Claude à 20h35, donc sur France 2. Ne ratez surtout pas cela, bien sûr. Ce sera l'un des très très grands événements de Stuttgart. Pour le reste, eh bien, je vous rappelle que Heike Drechsler est en tête à la longueur. Je vous rappelle également que nous avons un agenda pour la semaine prochaine, c'est-à-dire que vous aurez samedi bien sûr l'athlétisme à Stuttgart, dimanche également vous aurez de l'athlétisme à Stuttgart. Je sais qu'il y a encore autre chose, mais je ne me souviens plus. Voilà. Et il y aura le cyclisme à Zurich, effectivement, le Grand Prix de Zurich. Voilà, et bien voilà, donc c'en est terminé. Merci Daniel Koster, merci William Solivella, merci tout le monde. Rendez-vous tout de suite sur France 3, 20h05. Et surtout dans le journal de France 2, eh bien à 20h35. Ne ratez surtout pas ce grand rendez-vous avec le final du 100 mètres. Quel est l'homme le plus rapide du monde? Nous le saurons donc ce soir. Qui de Carl Lewis, d'André Kayson, Sport Christie réussira à
l'emporter sur la piste du Daimler Stadion de Stuttgart. Voilà. Et nous assistons à l'arrivée, Bernard, du deuxième quart de finale. Deuxième quart de finale dans lequel il y a Sunday Bada et Samson Kittur le Kenyan. Donc il n'y a pas les deux autres vedettes américaines qui viendront juste après. Le tiercé dont vous parliez tout à l'heure avec Quincy Watts, cela nous laisse présager certainement une superbe finale pour demain. Oui, alors il y aura donc Michael Johnson tout à l'heure, vous le verrez dans le troisième quart de finale. Il y aura Harry Butch Reynolds à tout à l'heure, 20h05 sur France 3 et 20h35 sur France 2. L'athlétisme, ça continue sur France Télé. J'ai pas compris. France 2, avec Haribo, vous a présenté Stade 2. En direct de Stuttgart, où se déroulent les 4e championnats du monde d'athlétisme, France 2 et France 2, la finale du 100 mètres hommes. Dimanche 20h35, la finale du 100 mètres hommes sur le plus grand terrain de sport. Voici lumière de Dulux Valentine, diluable à l'eau, sans odeur, à haut pouvoir couvrant. Lumière de Dulux Valentine capte la lumière comme probablement jamais une peinture ne l'avait fait. Lumière de Dulux Valentine, la lumière existe désormais en pot. Retrouvez la musique du Château des Oliviers avec Fabienne Thibault. Disponible en CD et cassette avec France 2 et RMC. Ce soir, 20h50, un espion de trop. Charles Bronson, Lee Remick et Donald Pleasance s'affrontent sans merci dans un thriller machiavélique signé Don Siegel. 22h30, l'idole d'Acapulco de Richard Thorpe avec le King Elvis Presley et l'explosive Ursula Andress. Minuit 25, le Tour de France en musique avec l'ensemble baroque de Limoges. Bonne soirée sur France 2.